J'ai intitulé mon intervention «Malheur aux immobiles» parce que ce dont je voudrais vous parler, c'est de la valorisation de la mobilité dans la société contemporaine. Alors, pour partir d'un point relativement concret, partons de changements dans la société qui se produisent maintenant et essayons de voir si on peut les relier à la thématique qui nous intéresse. Prenons par exemple le cas de la famille, avec une série de... J'ai mis ici une série de qualificatifs qui me semblent susceptibles de parler à chacun d'entre nous. Par exemple, la recomposition. On n'arrête pas de parler de famille recomposée. Et on a bien vu encore dans les débats relativement récents en France autour du mariage homosexuel à quel point le modèle familial avait bougé. Si on avait interrogé quelqu'un dans les années 50 sur ce que c'est une famille, il vous aurait dit c'est une femme, un homme et 2 ou 3 enfants et un chien, éventuellement une voiture et un garage. En gros, c'était ça les membres de la famille. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la voiture et le garage sont toujours centraux dans la famille, mais on a bien entendu beaucoup de reconfigurations. Ça va de je vis avec ma compagne qui a 2 enfants d'un premier lit, moi j'en ai un d'un premier lit que je garde en permanence, mais elle est en garde alternée, et donc il y a des week-ends où ils sont tous là, mais il y a quand même un week-end où de temps en temps la mère les prend, enfin voilà. Et donc il y a des demi-sœurs, des demi-frères, on ne sait pas très bien quoi, des demi-grands-parents, des presque beaux-pères, etc. On peut aller plus loin que ça encore. Forcément, il y a, on l'a évoqué, la famille homosexuelle, mais on entend aussi, par exemple, beaucoup parler de ce qu'on appelle les polyamoureux, pour prendre un terme à la mode, c'est-à-dire des gens qui considèrent qu'en fait, fonder une famille, ou en tout cas fonder un système d'attachement relativement constant n'implique pas la monogamie. Et donc là, c'est monsieur 1, monsieur 2, madame 1, madame 2, madame 3, sans savoir qui est exactement à qui ou quand, etc., avec des enfants de l'un de l'autre, en alternance ou pas, enfin, etc. Ce qu'il y a derrière ça, c'est le constat. Donc moi, je me place d'un point de vue de sociologue. C'est le constat qu'en fait, en tout cas, c'est en train de beaucoup changer. Et que si on devait dire la famille, c'est papa, maman, 2 enfants et un chien, mais il ne reste plus beaucoup d'enfants dans les écoles qui ont une famille, dans ce sens-là. Si on prend le standard des années 50, par exemple, et avant. On est aussi dans une famille qui, en tout cas dans le discours, évolue vers une indétermination des rôles. Alors je crois qu'on peut considérer que dans les pratiques, il y a eu une indétermination croissante des rôles. Je ne pense pas que mon grand-père, sauf par accident, ait jamais changé un de ses enfants. Je ne pense pas qu'il ait préparé à manger pour ses enfants ou qu'il ait dit à sa femme ah, va voir une copine et aller au cinéma. Ce soir, c'est moi qui garde les gosses. Aujourd'hui, ce genre de choses peut arriver. Je ne dis pas que les rôles sont équilibrés, mais je crois qu'il faut prendre acte du fait qu'il y a une évolution des choses. Par exemple, un père maternant ou alors un père paternant, je ne sais pas, ça n'est plus quelque chose de bizarre. De la même manière, les mères ont conquis le droit de faire de nouvelles choses qu'elles ne pouvaient pas faire avant, généralement sans être déchargées des choses qu'elles faisaient déjà avant. Donc ça, c'est aussi une discussion qu'on pourrait avoir. Mais en tout cas, il y a une tendance à l'indétermination des rôles. Cette tendance-là est encore plus forte dans un couple homosexuel, puisque là, on n'a plus le support du sexe pour dire « Ah, mais il est quand même normal que monsieur apprenne à jouer au foot et que madame fasse la cuisine avec la petite fille. » Là, forcément, on n'a même plus ce support-là. Alors peut-être qu'il y en a une qui préférera jouer au foot et l'autre qui préférera faire la cuisine, dans un couple lesbien par exemple, mais voilà, on n'a plus cette évidence, si vous voulez. Il y a une variabilité des pratiques, ça je crois que ça ressort de manière assez évidente. On ne peut plus dire, ben voilà, dans une famille ça fonctionne toujours comme ça. Généralement, la question qu'on pose, c'est et vous, comment est-ce que vous vous démerdez? Et donc en gros, chacun bricole un petit peu. Un élément aussi important, c'est l'élément de contractualisation. C'est-à-dire que si vous repensez à la famille traditionnelle, c'est une famille qui est fondée sur une obligation à laquelle on ne peut pas déroger. On s'est promis, j'allais dire amour, c'est pas vraiment ce qu'on s'est promis. On s'est promis en tout cas de vivre ensemble et de fonder une famille pour toujours, jusqu'à ce que la mort nous sépare.
Bien entendu, certains ne tiennent pas le coup, mais donc ce sont soit des maris en fuite, soit, pour utiliser la terminologie adéquate en usage à l'époque, des salopes, c'est-à-dire des femmes qui échappent à l'autorité de leur mari et qui décident de reprendre leur liberté. Je crois qu'on peut assez largement constater qu'aujourd'hui, c'est plus le modèle dominant. Et donc, si on se dit, tiens, il y a, voilà, imaginons ma grand-mère se plaignant à une de ses amies, elle a 30 ans, mon grand-père est fonctionnaire à Bruxelles, et quand il rentre, il est souvent bourré, il a sans doute une maîtresse d'ailleurs, et elle parle à son ami, et son ami lui dit, écoute Francine, je suis vraiment désolé, mais t'es mariée, quoi. Maintenant, c'est foutu. Prends patience, généralement, vers 50 ans, il se calme. C'est un discours qui est tout à fait un discours raisonnable. Je veux dire, c'est pas du tout une vue de l'esprit. Maintenant, imaginons la même scène aujourd'hui. Une de vos amies vient vous dire que son mari boit et qu'il la trompe vraisemblablement. Pardon? Je vais vous citer peut-être un exemple, je ne suis pas au courant. Généralement, le conseil sera de lui dire, ben écoute, soit tu lui fais une bonne mise au point, soit tu te tires. Et c'est même quelque chose qu'on conseillerait encore à une femme de 60 ans ou une femme de 70 ans. Mais refais ta vie, tu as encore toute la vie devant toi. Pardon? C'est pas obligé d'entourer un gros cadre. Voilà, c'est ça. Donc, là, l'idée, c'est qu'il y a une contractualisation, c'est-à-dire qu'on est ensemble tant qu'on est ensemble, tant que ça arrange tout le monde. Ça se voit notamment par la baisse du mariage, hein, qui peut-être maintenant s'est stabilisé, je ne suis pas tellement au courant, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça ne pose pas vraiment de problème aujourd'hui de vivre ensemble et de dire, bah voilà, tant que ça dure, ça dure. Et finalement, l'impression qui en ressort, c'est l'idée d'un flou des modèles. C'est-à-dire que ça devient compliqué de fonder une famille en disant, bon, ben, je sais ce que c'est une famille, donc je sais exactement ce qu'on va faire. Moi, j'irai travailler, toi, tu resteras à la maison. Quand je rentrerai, mes pantoufles seront là près du feu et tu finiras de cuire la tarte. Tu auras été chercher les enfants, ils auront fait leur devoir, ils seront propres, ils m'embrasseront et puis ils iront se coucher parce que je ne veux pas les voir. Pardon? Voilà. Sauf que, en l'occurrence, là, dans ce modèle-là, il n'était pas obligatoire de couper du bois devant la maison. On pouvait être fonctionnaire, par exemple. Alors, on pourrait imaginer, enfin voilà, un ensemble de mutations. Le travail, la flexibilité, je crois que je ne dois pas spécialement vous expliquer à quel point, alors qu'il y a 50 ans, on vous vantait les mérites de l'employé fidèle qui avait 50 ans de maison et qui recevait un stylo à plume en or au moment de partir à la retraite, dont il ne se servirait plus, parce que quand on partait à la retraite, on partait pêcher et on n'écrivait plus. Mais donc, cette vision de la fidélité, de la stabilité de la maison, et aussi du devoir de l'entreprise vis-à-vis de son employé, de le conserver jusqu'à ce que mort s'en suive, a complètement disparu. Aujourd'hui, on vous vante les mérites de la flexibilité, pas seulement parce que les entreprises ont très envie de se débarrasser de vous, mais parce qu'aussi, bien entendu, pour vous, c'est une chance immense de vous faire virer, parce que c'est l'occasion de rebondir. C'est généralement ce qu'on vous dit quand vous arrivez dans un service d'outplacement, on vous dit, mais quelle chance, vous avez perdu votre emploi. Vous allez pouvoir vous réorienter, relever de nouveaux défis, refaire une nouvelle vie. Vous travaillez pour Handicap International, vous avez été viré, mais il y a des belles perspectives dans l'industrie de l'armement. Pourquoi pas refaites-vous un nouveau parcours. À l'intérieur de l'entreprise, on vante, je ne dis pas qu'on pratique nécessairement avec beaucoup de conviction, mais on vante l'organisation horizontale, on fait des projets, on va travailler en équipe, tu comprends, on est des partenaires, c'est pas parce que je gagne 3 fois ton salaire et que je suis ton chef et que c'est moi qui te virerai à la fin du mois que tu dois me considérer comme un supérieur. Nous sommes tous dans le même bateau, nous avons tous un même projet. C'est d'ailleurs pour ça que tu vas travailler aujourd'hui jusqu'à 8 heures, mais moi tu comprends, j'ai ma maîtresse à voir à 5 heures, donc il va vraiment falloir que j'y aille. Donc ça c'est l'idée de l'organisation horizontale qui a fortement changé. Donc cette organisation horizontale a fortement changé. Non, je disais que ce que disait monsieur, ça ressemblait un peu à ce qu'on vivait ici. Mais n'hésitez pas à lever la main pour intervenir et le dire, donc il n'y a vraiment pas de souci. Mais par exemple, on n'est plus dans un système où, après avoir été 5 ans sous commis de bureau, vous devenez commis de bureau avant de devenir commis principal, puis sous-chef de bureau, puis chef de bureau de seconde classe, et etc., etc. Mon grand-père, encore lui, qui a fait toute sa carrière à l'ONEM, m'avait expliqué quel était le système hiérarchique qui permettait de savoir quel revêtement on aurait au sol, si on aurait une table en bois ou en formica, si on aurait un bureau à 1, 2 ou 3 fenêtres, etc., etc. Et donc, et à partir de quel niveau on avait la secrétaire et tout.
Cette organisation hyper pyramidale dans laquelle tout doit suivre la ligne hiérarchique et dans laquelle tout est extrêmement codifié est aujourd'hui largement dévalorisée. Je ne dis pas qu'elle a disparu en tant que telle, mais elle est largement dévalorisée, y compris dans la fonction publique. Fait remarquable. Y compris dans le secteur bancaire, fait encore plus remarquable, parce que s'il y a des bureaucraties plus lourdes que les administrations publiques, ce sont généralement les banques. C'est aussi dans les universités. Même dans les universités, vous imaginez. Oui. Réservé au professeur principal. Voilà, même maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que plus personne n'a de bureau à part les profs. C'est autre chose. Ça, on en reparlera à un autre moment, si vous voulez. Alors, donc on est dans un système qui travaille par réorientation successive, dans lequel le leitmotiv de responsabilisation est très important. Hein. Vous avez envie, n'est-ce pas, d'avoir des responsabilités? Eh bien, on va vous responsabiliser, ce qui veut dire qu'en fait, vous allez vous démerder pour obtenir les résultats et qu'à la fin, c'est vous qui sauterez s'ils ne sont pas là. Et l'idée aussi de formation permanente, on pourrait rajouter des termes. Hein. Par exemple, l'idée de formation permanente est assez frappante, ce qu'on appelle donc la formation tout au long de la vie. Voilà, qui fait que quand vous sortez de vos études en étant comptable, juriste, économiste, après 10 ans, si vous vous êtes pas recyclé, vous ne l'êtes plus. Avant, quand vous étiez ingénieur toute votre vie. Maintenant, on vous dit, mais qu'est-ce que vous avez foutu? Ça fait 10 ans que vous ne vous êtes pas recyclé. Pour nous, vous êtes déclassé. Ce qui veut dire évidemment que le savoir n'est plus un acquis, vous n'avez pas acquis un statut que vous allez conserver tout au long de votre carrière. Vous devez en permanence vous réorienter. C'est exactement ce que j'ai fait dans mes recherches, d'ailleurs. La question des déplacements physiques. On est aujourd'hui confronté à des discours qui valorisent extrêmement la mobilité. Alors voilà, un ensemble de... Je lisais encore ce matin un article qui était paru sur le rêve d'abolir les frontières. Et il ne s'agit pas, de réécouter en boucle Imagine de John Lennon, Imagine There's No Countries et tout ça, en se disant ça serait tellement merveilleux la paix sur Terre. C'est pas ça. C'est l'idée qu'en fait finalement il n'y a pas de différence entre ici et ailleurs et que en gros tous les endroits se valent et tous les endroits doivent être également accessibles. Accessibles, vous l'aurez remarqué, plus à certaines personnes qu'à d'autres. Mais le discours général est quand même celui de l'abolition des frontières. Si vous êtes riche, que vous voulez faire des affaires, alors c'est plus facile que si vous êtes pauvre et que vous voulez fuir les bombes. Mais il existe un discours d'abolition des frontières. Je ne dis pas qu'il est seul. Et donc quand je vous présente ceci, quand je présente la famille, je ne nie pas du tout le fait qu'il y ait des tenants parfois rabiques de la famille traditionnelle. Quand je parle du monde du travail, je ne dis pas qu'il n'y a pas de résistance ou qu'il n'y a pas encore des gens qui continuent à considérer les choses à l'ancienne manière, entre guillemets. De la même manière, pour les déplacements, certains en bénéficient de ce discours-là, d'autres moins, voire d'autres pas du tout. Tout cet imaginaire autour du monde est un village, de la continuité entre le local et le global, tout cet imaginaire aussi sur l'internationalisation des modes de vie, qui était sans doute quelque chose d'assez bien connu pour les riches qui voyageaient dans des paquebots de luxe autrefois, mais qui maintenant en fait sont à la portée du moindre pecno qui va prendre des vacances dans un club all-inclusive et qui finalement au bord de sa piscine, peut-être à un moment donné, après son 6e caipirinha, se dira mais finalement je ne sais plus, est-ce que je suis à Djerba ou est-ce que je suis dans les Caraïbes? Est-ce que je suis en Turquie? Est-ce que je suis en Tunisie ou au Maroc? Finalement, on n'en sait rien. Tout ça est un modèle standardisé qui fait on est confronté aux mêmes produits, aux mêmes services. Évidemment, la domesticité change de couleur, mais c'est assez anecdotique dans un environnement qui s'est fortement uniformisé. En tout cas, dans cet imaginaire-là, je ne dis évidemment pas que quand on fait quelques pas en dehors du club, on n'y trouve pas alors encore des choses qui ne ressemblent pas spécialement à Virton ou à Comines. Circulation des marchandises, bien entendu, vous aurez bien noté que l'Europe s'est avant tout construite autour de la circulation des marchandises et des capitaux. Mais aussi dans les déplacements, un fait assez intéressant qui est que nous nous déplaçons de plus en plus longtemps. Tout un imaginaire au XIXe siècle a été celui, et même au XXe a été celui du raccourcissement des temps de trajet.
J'entendais encore ce matin un podcast sur la construction au XIXe siècle suite à un accord entre le Kaiser Wilhelm II et l'empereur ottoman, pardon, d'une ligne de chemin de fer qui allait de Berlin à Bagdad et qui mettait en fait Istanbul à quelques jours de train de Berlin. C'est cet imaginaire de là où avant il fallait des semaines de trajet et puis de longs jours de trajet, et bien maintenant finalement on y accède de plus en plus rapidement. Cet imaginaire-là, c'est l'imaginaire de l'autoroute, c'est l'imaginaire du Concorde, donc c'est l'idée d'aller très vite d'un point A à un point B. Or ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en fait nous passons un temps fou à nous déplacer. Alors pas forcément parce que les choses vont plus lentement, mais parce que c'est presque devenu une activité importante de notre vie. On passe du temps dans les embouteillages, dans les transports en commun, on va d'un endroit à l'autre, on bouge tout le temps. On est de plus en plus loin du modèle où je vais d'un point A à un point B, j'habite généralement juste à côté de mon boulot, je m'installe sur mon bureau, je reste vissé à ma chaise pendant toute la journée et quand je me lève, c'est pour rentrer chez moi. Cette idée-là, finalement, est en train de s'éloigner, et en tout cas nous expérimentons de plus en plus le fait de nous déplacer. Mais nous déplacer aussi dans des conditions très particulières, puisque nous nous déplaçons avec tout notre environnement technologique, qui fait qu'en fait on ne voit plus vraiment la différence entre être dans le train et être à son bureau. Moi tous les matins, en allant et en revenant de Mons, je travaille dans le train et je fais cette route depuis très longtemps. Et j'ai bien vu qu'à un moment, j'avais un ordinateur portable, ce qui veut dire que je pouvais commencer à faire la même chose dans mon train et dans mon bureau. Puis maintenant, j'ai la connexion Internet avec mon téléphone qui travaille avec mon... Et donc, finalement, c'est juste que je suis un peu plus ballotté dans le train, quoi. Mais parfois, le train, d'ailleurs, n'avance pas plus vite que mon bureau. Et je suis dans cette... Je vis le voyage, je pense, d'une manière très différente de la manière dont je le vivais quand j'ai commencé à l'université en 1990, et où le train, par exemple, c'était un moment de lecture avec un livre. Vous voyez, hein, les livres, ce truc-là. J'en avais un donc dans ma poche, et le moment du train, c'était ça, quoi. Tandis que maintenant, finalement, il y a une sorte d'indistinction. Et alors, le dernier terme que j'ai mentionné ici, c'est l'ubiquité, c'est-à-dire ce sentiment qu'on a souvent d'être à deux endroits différents en même temps. C'est en gros de la disjonction des espaces, si vous voulez, c'est-à-dire que je peux être dans mon bus, mais en fait, je n'ai pas vraiment quitté les gens que je venais de quitter, parce que je continue à renvoyer des SMS ou à raconter des conneries avec eux, et finalement, quand je marche dans la rue, je continue à discuter avec eux, et finalement, la question est de savoir où je suis principalement. Est-ce que je suis dans le bus, ou est-ce qu'avant tout, je suis dans cet espace social immatériel dans lequel j'échange avec mes amis? C'est une bonne question, parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas de raison de dire « je suis dans la rue ». En fait, je suis sur Facebook. Tu es sur Facebook? Voilà, c'est ça. Donc, c'est cette idée de l'ubiquité. Alors, comment faire le lien entre ces choses? Parce qu'en fait, finalement, je vous ai débarqué toutes sortes de brôles, là, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, on va essayer de faire un lien au travers de 4 impératifs qui me semblent pouvoir expliquer pas mal des éléments qu'on vient de proposer. Bon, d'abord, j'ai tracé j'ai donné quelques exemples, mais j'aurais pu, comme vous le disiez, monsieur, parler de l'université, il y aurait beaucoup à dire. J'ai parlé de la famille, j'ai parlé du travail, de quoi est-ce que j'aurais pu parler encore? Mais des questions religieuses et des questions philosophiques, etc. Quoi est-ce que j'aurais encore pu parler? Oui, par exemple, pourquoi pas, de la mode, des modes de vie, de l'évolution, voilà, je l'ai brièvement évoqué, mais de tout ce qu'on appelle les réseaux sociaux, parce qu'il y a des réseaux qui sont visiblement pas sociaux, mais donc des réseaux sociaux, de tous les phénomènes technologiques, etc. Excellent exemple. Effectivement, l'école est à fond dans ce genre d'impératif. Donc, vous voyez, on aurait pu parler d'encore beaucoup d'autres choses. La question étant donc de savoir si on peut trouver un lien entre tout ça. Et donc, l'idée ici, c'est d'essayer de formaliser des impératifs, c'est-à-dire des injonctions que nous recevons tous les jours et qui nous font bouger, qui nous font agir, et qui s'exprimeraient dans ces différents champs.
Alors, je ne vais pas faire une leçon sur l'idéologie, parce que je crois que Renaud a fait ça mieux que j'aurais pu le faire, en vous torturant honteusement avec des déclarations à l'emporte-pièce de penseurs aussi inconnus qu'Althusser ou Bourdieu. Mais donc, rappelons juste que ces impératifs sont pris ici dans le sens où ils s'expriment dans un jeu de légitimation, si vous voulez. Si vous voulez être légitime, si vous voulez être reconnu, si vous voulez être considéré comme quelqu'un de bien, de conforme, d'adéquat, enfin, etc., vous devez vous conformer à ces impératifs. Voilà. C'est pas qu'on va sonner chez vous à 5 heures du matin et vous emmener dans la brume pour vous exécuter au bois de la corde. C'est pas ça. Mais quand vous présenterez votre CV à un nouveau patron et qu'il se rendra compte que vous avez passé 15 ans dans la même boîte, il va dire, mais qu'est-ce que vous avez foutu pendant 15 ans dans la même boîte? Sérieusement. Voilà. Alors qu'avant, s'il avait constaté qu'en 15 ans, vous aviez fait 3 boîtes, il se serait dit, mais c'est quoi le problème avec ce type pour que tous les 5 ans, il se fasse virer ou il s'en aille? Voilà. D'accord? C'est ça la question de la légitimité. C'est qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il est acceptable de faire à un moment donné et en un lieu donné. Alors, tout de suite, une petite précaution sur l'effet stratégique. C'est l'effet stratégique, excusez-moi, ça devrait être corrigé. Ça, c'est rajouté par rapport au slide que vous avez. Il n'est pas question ici, évidemment, d'un complot. Il n'est pas question ici de gens qui écrivent dans un lieu secret les règles auxquelles nous devons obéir. C'est plutôt simplement que on vit des choses relativement similaires, puis on croit aussi des choses relativement similaires, et on agit d'une certaine manière, et de tout ça émerge finalement une sorte de mouvement, de sens des choses, non pas parce que quelqu'un à un moment s'est dit « Ah, maintenant, l'ONU a dit que c'était la décennie de la mobilité, donc soyons tous mobiles », c'est pas ça. C'est simplement qu'à un moment donné, on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe? On est tous en train de bouger. » En fait, on est tous en train de croire, de penser et de voir les mêmes choses, alors qu'il y a 40 ans, ce n'était pas le cas. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un effet stratégique, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a une sorte de force qui domine tout ça et qui impose un mouvement, et en fait c'est simplement un cumul de facteurs. Oui? Je ne sais pas si c'est, je parle évidemment pas trop court, mais que ce soit quand même que le fait de hasard, il y a quand même des décisions politiques à un moment. Mais les décisions politiques sont elles-mêmes des produits de ça. Si aujourd'hui un politique vous vante la flexibilité du marché de l'emploi, c'est pas parce qu'il l'a inventé, c'est parce qu'en fait il est persuadé que c'est ça qui fonctionne. Pourquoi est-ce qu'il est persuadé que ça fonctionne? Il n'en sait rien lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a généralement pas pensé à la question. C'est simplement qu'à chaque époque, il y a du pensable et de l'impensable. Aujourd'hui, le leitmotiv, c'est le mot d'ordre, c'est la flexibilité. Rappelons que cette flexibilité n'est pas un diktat des méchants patrons qui tiennent absolument à vous foutre sur la paille. Enfin, elle n'est pas que ça. En tout cas, eux en ont une vision qui les arrange. Mais vous aussi, vous en avez une vision qui vous arrange quand vous dites « Ah, je prendrais bien un congé éducation » ou « Je voudrais passer à 4/5e pour m'occuper de mon petit dernier » ou « Ma maman est malade et je voudrais alléger mes heures » ou « C'est l'été, patron, est-ce qu'il y a moyen de passer en horaire flottant pour que je puisse arriver un peu plus tôt mais partir plus tôt parce que c'est gai, les enfants sont en congé ?» Ce que je veux dire derrière ça, c'est qu'en fait, il y a des luttes autour de l'usage de ces impératifs, de à qui s'applique-t-il, dans quelles circonstances, pour faire quoi, mais on ne peut pas dire qu'il y a à un moment donné des gens qui dans l'ombre tirent les ficelles et disent « Ah, maintenant on va lancer le mot d'ordre de la mobilité, comme ça on va bien les exploiter ». Ne vous inquiétez pas, les puissants arrivent toujours à exploiter les autres, ils vont juste utiliser un autre registre, souvent pour faire à peu près la même chose. Oui? Ce que je veux dire, c'est juste par rapport, quand je dis qu'il y a des décisions politiques, avant la construction européenne, l'Europe, on parlait de l'Europe, c'était des États-nations. Dans ce cadre-là, tout ce que vous expliquez sur la mobilité, au niveau économique et au niveau du travail, etc., c'est pas comme aujourd'hui. Ça Non, avec mais quand même cette décision d'organiser, je dirais, oui, non. européenne. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut éviter un piège qui est celui de penser qu'à un moment donné, il y a des gens qui décident et qu'après le monde suit. Généralement, les gens décident des choses qui sont déjà là, en fait. Ce que je veux dire, c'est que si l'Europe naît à un moment donné, et puis si le projet évolue, parce qu'il faut aussi se rappeler que ce projet a fortement évolué au cours du temps, c'est parce qu'il devient pensable, il devient aussi vendable aux populations. C'est-à-dire qu'on peut se tourner vers sa population et lui dire « ça sera mieux comme ça ». Vous auriez proposé l'Europe à la fin du 19e siècle, vous aurez ri au nez.
C'était pas ça le truc. Le but, c'était de construire sa nation, de repousser les autres, éventuellement de faire un jeu d'alliance. Mais pour se protéger d'un tel, pour attaquer un tel autre, etc. Si à un moment donné, l'idée de l'Europe germe et commence à pouvoir se développer, c'est parce qu'elle devient pensable. Alors évidemment, après, la décision, les discours qu'il y a autour vont renforcer cette conviction. Et donc on est dans des cycles, si vous voulez. C'est-à-dire que tous les hommes politiques, ou toute une série d'hommes politiques vont dire oui, effectivement, le nationalisme, c'est du passé. On sort de la Seconde Guerre mondiale aussi, donc on en a un peu bouffé du nationalisme. Et on va dire, ah oui, mais quand même, il faut autre chose, regardez, ça sera beaucoup mieux. Et d'ailleurs, et pourquoi pas d'un point de vue politique, et pourquoi pas d'un point de vue militaire. Ça, le point de vue militaire, ça arrange beaucoup moins, donc on laisse tomber. Le point de vue politique, ça arrange aussi beaucoup moins, donc on laisse tomber. Donc vous voyez, il y a aussi des systèmes de filtres et tout ça, il y a des intérêts qui jouent là-dedans. Et puis l'idée européenne percole. Aujourd'hui, si on dit aux gens, est-ce qu'il faudrait supprimer l'Europe? Bah, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui dirait oui, allons-y radicalement, supprimons tout. Il dirait sans doute qu'il faudrait autre chose, il faudrait changer, plus, moins, ok. Mais on vient de loin, on vient d'une époque où on dit oui, mais vous savez, les Allemands, là, ceux qui ont tué des millions de personnes il y a quelques années, bah, maintenant ça va être nos potes et avec eux on va créer l'Europe. Et donc, il y a des systèmes d'accumulation, si vous voulez. Et à ça, évidemment, vont s'ajouter 1000 autres domaines dans lesquels on va commencer à dire oui, mais tiens, et les droits des femmes, et les droits des homosexuels, et la flexibilité au travail, et le Fordisme, c'est le passé, vive le toyotisme, et etc., etc. Et donc, on a une foule de discours qui se renforcent les uns les autres, qui font qu'à un moment donné, on accepte des choses sans même y penser. Si je vous dis, en début de formation, si je vous dis, attention, ici, moi je suis prof, vous allez m'écouter, vous poserez vos questions à la fin, vous ne m'interrompez pas, on va être bien clair, bien rigoureux. Il y a une série de hiérarchies. Je voudrais désigner un chef du groupe qui sera mon interlocuteur. Vous allez vous dire, il est complètement fou ce mec. Si je vous dis, ne vous inquiétez pas, interrompez-moi, on est dans une co-construction du savoir, se dire, ouais, c'est super, quel projet génial. J'aurais dit ça il y a 50 ans, on m'aurait dit, vous seriez regardé, c'est ça un prof d'UNIF? S'imagine qu'on va croire que c'est un gars bien alors qu'il vient nous dire qu'on va co-construire du savoir? Il est fou, quoi. Lui, il est prof d'UNIF, qu'il fasse son rôle, et nous, on écoute, on n'est pas là pour co-construire avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est aussi ça qui fait que quand je vous dis certains mots, vous dites « Ah ouais, c'est super, effectivement, c'est logique. Pourquoi pas ?» Vous voyez? Donc, effet stratégique. Et puis, les usages de l'idéologie, ça, je viens de vous en parler. Donc, c'est, finalement, il y a une idéologie qui est relativement dominante, et la question, après, c'est de savoir à quoi on l'utilise. Vous allez voir que les différents impératifs sont des impératifs très souvent réversibles. Le premier impératif, pour moi, c'est l'impératif d'activité. C'est quoi? C'est simplement l'obligation d'être en mouvement permanent. Vous l'aurez remarqué, je ne sais pas, d'un point de vue professionnel, vous devez avoir un projet. Vous ne pouvez pas dire, moi, mon projet, c'est de gagner ma croûte parce que j'ai un loyer à payer et que le gaz va augmenter. Ça, quand vous voulez obtenir un boulot, on vous rit au nez si vous dites ça, alors qu'en fait, objectivement, c'est sans doute la seule raison qui vous fait vous lever le matin, sinon vous feriez sans doute autre chose que d'obéir à votre patron. Mais ça, vous pouviez le dire avant, mais plus maintenant. Maintenant, vous devez dire, j'ai toujours rêvé de travailler au Quick, parce que je trouve que le Giant est une des grandes inventions de l'humanité, et j'aimerais faire partie de ce grand projet. C'est magnifique. Et là, tout de suite, voilà. Vous expliquez pourquoi vous êtes super motivé par ça. Ou, pour moi, monter un mur, c'est construire le monde de demain. Et donc, moi, en tant que maçon, je suis tellement heureux. Voilà. Vous voyez, vous rigolez, mais en même temps, vous avez tous à un moment ou à un autre, dans un processus de recrutement, dû justifier de la raison pour laquelle vous étiez là. Et en gros, vous devez toujours avoir un projet, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez toujours être occupé à faire quelque chose. Il est hors de question, évidemment, de dire, vous m'aviez dit que je devais faire la pile de formulaires orange. Regardez, je les ai tous faits en 2 heures, je me suis grouillé, maintenant vous me foutez la paix jusqu'à 17 heures. Non, on dit, trouve quelque chose à faire. C'est la même chose avec vos gosses, je vous fais remarquer. Il fait un seul instrument de musique, c'est déjà sympa, mais il ne faudrait pas qu'il oublie de faire 2 sports, d'apprendre une langue étrangère, ça serait quand même un plus. Et à côté de ça, il ne faudra pas oublier qu'il faut organiser un goûter, qu'il faut participer à la fête des voisins, etc. Donc même dans la vie de tous les jours, il faut être hyperactif. D'ailleurs, quand on vous demande comment vous allez, vous répondez toujours « ça va, mais j'en peux plus, j'en sors plus, j'ai trop de trucs à faire ».
Voilà. C'est valable pour vous, c'est valable pour les organisations. Quand votre organisation rend un rapport d'activité, elle ne doit pas montrer qu'elle fait ce qu'il y a à faire, elle doit montrer qu'elle en a fait beaucoup plus. Elle n'arrête pas, elle est en permanence sur la brèche. Oui. Si on parle d'hyperactivité, est-ce que ça nous empêche quelque part, ça nous empêche de réfléchir sur notre propre vie ou notre propre existence? Alors, si on rentre c'est dans un une... système, comme vous dites, il faut se lever pour travailler, il faut éduquer nos enfants pour leur donner des activités, il faut faire attention à la fête du quartier, etc. Donc ça nous empêche aussi de réfléchir sur notre propre existence et de peut-être voir un autre modèle. Oui. Faisable. Cela dit, la vie de méditation a rarement été valorisée depuis l'avènement du capitalisme. Mais vous avez tout à fait raison. Hein. Ce que je veux dire, c'est que vraisemblablement, l'ouvrier à la chaîne n'avait pas beaucoup le temps non plus, même si il était... Enfin, je veux dire, la monotonie avait sans doute un effet tellement assommant qu'il avait des difficultés à penser à la société anarchiste de demain. Mais vous avez raison. Très... Alors oui, ce qui est intéressant là-dedans, évidemment, c'est que ce qui pend au nez de ça, c'est l'épuisement, en fait. Hein. Et donc, c'est le moment où vous n'en pouvez plus. Vous êtes complètement débordé. Et là où vous avez raison, c'est que cette activité, elle doit être quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que vous devez justifier que vous faites quelque chose. Vous n'avez pas de boulot, il faut en chercher. Vous en cherchez, oui, mais il faudrait aussi, en plus, vous cultiver, il faudrait vous former, etc. Vous devez toujours faire plus, mais il faut que ça soit visible. Vous ne pouvez pas dire, en fait, moi, ce que j'adore, c'est écouter pousser mes cheveux, vous ne vous imaginez pas le temps que ça peut prendre. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a aussi une obligation que ça soit une activité vers l'extérieur. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir une vie intérieure extrêmement intense. On n'est plus autant des grands mystiques ou des gens qui font de la méditation et qui disent finalement, moi je me recueille et j'essaie de rencontrer Dieu. On dit, oui, ça sera pour plus tard, ne t'inquiète pas. Tu dois travailler jusqu'à 67 ans, puis tu iras retrouver Dieu et alors tu feras ce que tu veux avec lui. Donc, ça c'est l'idée. Alors, évidemment, ce qu'on a derrière ça, c'est voilà, construire sa carrière, sa famille, son avenir, ses relations. C'est aussi l'idée, par exemple, dans les systèmes politiques, d'une démocratie en continu, c'est-à-dire qui ne se contente pas de faire des élections, mais qui consulte les gens en permanence. C'est aussi la quête perpétuelle d'un ailleurs, c'est-à-dire que vous êtes arrivé, c'est super. Et quoi? Tu ne vas pas te reposer maintenant non plus. Hein? Et donc, c'est aussi l'idée qu'on n'a pas un objectif qui, une fois atteint, justifierait qu'on dise « ça y est, j'y suis. J'ai acheté ma maison, j'ai ma bagnole, je suis commis de bureau, moi ça me va comme ça, c'est bon. » Ça, c'est pas légitime. Bien sûr, il y a encore beaucoup de gens comme ça. Mais ceux qui seront désignés comme les bons, les gagnants, les vainqueurs, ce n'est pas ceux qui ont trouvé leur place et qui savent s'y tenir. Ce sont ceux qui disent « Oui, mais ok, aujourd'hui je suis commis aux Écritures, mais demain je serai Steve Jobs. » Ils ont tous les droits qu'ils veulent. Ce dont je parle ici, c'est d'un discours qui leur est renvoyé. Si quelqu'un, par exemple, fait toute sa carrière comme ça en disant « Moi je suis à la place où je suis tranquille », le jour où lui en parle autour de lui, il ne recevra pas un écho favorable de gens qui lui disent « En fait, tu as bien raison, c'est vrai, tu es un super gars ». Par rapport en tout cas à ce discours-là, ce qu'on va leur renvoyer, c'est « T'en as pas marre de faire tout le temps la même chose ?» Et s'il répond non, alors c'est encore pire. Je vais prendre juste un exemple. Il y a des gens qui choisissent ça. Il y a des gens qui travaillent chez Belgacom. Mais Et à un certain moment, ils disent « Ras-le-bol, c'est pas ma vie, je n'en veux pas. Oui. » Et qui vont sur les mêmes choses et qui vont faire des chambres d'hôtes. Mais ils peuvent, c'est très bien. Alors s'ils font des chambres d'hôtes, alors ils seront acceptés. Parce qu'ils font quelque chose. Ce qui est intolérable aujourd'hui, je ne dis pas que c'est en soi intolérable, c'est qu'aujourd'hui, il est considéré comme intolérable de ne rien faire. C'est-à-dire d'arrêter de... Je vais vous donner un exemple. La promotion pour devenir chef de corps dans les parquets. Bon, pendant longtemps, donc le chef de corps, c'est-à-dire celui qui devenait le dirigeant du ministère public dans une juridiction. Ça se faisait à l'ancienneté. C'est-à-dire c'était le plus vieux qui devenait le chef de corps. C'était une fonction essentiellement honorifique. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour devenir chef de corps? Il fallait vivre plus longtemps que les autres. C'était ça. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas mourir avant le jour. Le reste était bon. Donc on pouvait rester dans son coin, se tenir tranquille et on devenait un jour. Sauf qu'un jour, on a décidé qu'on n'allait plus procéder comme ça. Et que le chef de corps allait être désigné sur la base d'un plan, de projet, etc. Et allait devoir justifier de son activité. Et puis là, on s'est rendu compte que tous des gens qui attendaient très sagement depuis 20 ou 30 ans et qui y étaient presque, on leur a dit, mais en fait, qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là? J'ai fait ce que j'avais à faire, moi j'ai attendu pour devenir chef de corps. On va dire, ben non,
Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'attendre? Il fallait faire des trucs. Les règles avaient changé en cours de route. Alors je ne dis pas qu'avant c'était bien ou que maintenant c'est mieux, je n'en sais rien. Ce que je dis simplement, c'est que voilà, ça c'est un changement de règle. Et où à un moment donné, on lui dit, mais en fait, c'est l'activité qui nous intéresse, c'est pas le fait que tu vives plus longtemps que les autres. Activité, activation. Il faut être actif, mais pas n'importe comment. Il ne faut pas se contenter d'obéir. Il faut être le principe de sa propre activité. Il faut prendre des initiatives. C'est-à-dire qu'en gros, on vous dit, vous êtes chômeur, vous ne trouvez pas d'emploi parce qu'il n'y en a pas, et on vous dit, non mais attends, il ne faut pas que tu attendes qu'on t'appelle en te disant, on a justement un poste pour toi. C'est toi qui dois te mettre en mouvement, c'est toi qui dois te remettre en question, qui dois te former, qui dois créer ton job, pourquoi pas? Regarde, si tu faisais une sandwicherie, allez vas-y, t'as pas d'argent? Ah oui, ça c'est dommage, mais trouve-en alors. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est, l'ancêtre de l'ONEM, c'était un système qui s'appelait un bureau de placement. C'est quoi un bureau de placement? C'est prendre quelqu'un et le placer dans la bonne case. On disait, bon, qu'est-ce que t'es souffleur de verre? Bon, ben écoute, on en engage un là-bas, tu y vas. Et en gros, les gens, ils attendaient chez eux, et quand le téléphone sonnait, enfin, ils n'avaient pas le téléphone, mais quand on leur envoyait un courrier, ils se rendaient à la place où, voilà, et ils étaient la bonne pièce qui rentrait dans le puzzle. Maintenant, ce n'est pas du tout ce qu'on vous dit. C'est ça l'idée de l'activation des chômeurs et des allocataires sociaux. Et même dans votre entreprise aussi, vous devez avoir des idées, faire des projets. Alors il y a peu de chances qu'ils soient retenus si vous n'êtes pas assez haut dans la hiérarchie, mais en attendant, on apprécie beaucoup que vous ayez des initiatives. Si votre initiative, en plus, c'est de trouver votre patron formidable, alors ça, c'est vraiment formidable. Donc, cette omniprésence de la thématique de l'activation est évidemment liée à l'idée de la responsabilisation. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas vous étonner. Si quand il faudra dégraisser, ce n'est pas vous qu'on garde, si vous ne prenez jamais d'initiative, vous voyez? Et ça, on voit bien là qu'il y a, bien entendu, une menace derrière. Cette responsabilisation, elle est à tous les niveaux. Dans votre famille aussi, si ça ne va pas, c'est aussi de votre faute. Hein. Pas oublier ça. Hein. Il faut gérer ça convenablement. Vous devez rester dynamique, aller voir un thérapeute, faire du coaching, trouver des solutions si ça ne va pas, ou prendre vos responsabilités, et voilà, et vous en allez, refonder un nouveau projet, parce qu'il ne faudrait pas non plus que vous disiez « Ah non, moi j'en ai marre, je reste sur le côté ». Non, 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 non. Il faudrait quand même s'activer un peu dans ce cadre-là. Et vous êtes en permanence confronté dans ces systèmes à des offres de soutien, mais en disant « c'est à vous de voir ». Prenons un exemple. Actuellement, en prison, les systèmes d'aide aux détenus sont officiellement, selon la loi, considérés, enfin selon les travaux préparatoires de la loi, considérés comme des offres de service. Donc, on n'est plus dans une idée où, quand un détenu entrait, on lui disait « Ouh là là, toi si tu es ici, c'est que ça ne va pas du tout. Donc, on va te prendre en charge et on va s'occuper de toi, nous, parce que nous, on sait ce que tu as et comment on peut t'aider. » C'est pas ça, on lui dit « Bon, ben maintenant que tu es là, qu'est-ce que tu vas faire ? Regarde, si tu veux, tu peux faire ça ou tu peux faire ça. Qu'est-ce que tu préfères? Faire une médiation avec la victime pour voir comment tu peux l'indemniser? Tu as envie d'apprendre à lire et à écrire? Tu veux te former professionnellement? Tu penses que tu as des problèmes psychologiques peut-être et tu voudrais les régler? Tu as plutôt envie de faire un chemin spirituel? Il y a des conseillers pour ça, etc. C'est-à-dire qu'on est dans un imaginaire où, à un mec qui vient de se faire envoyer en tôle, on dit « Qu'est-ce que tu vas faire comme projet maintenant? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser pendant les années formidables que tu vas passer dans notre bel établissement. » Un chômeur qui a perdu ses amis. Ben voilà, le même genre de choses. On dit, mais quel est votre projet? Ah, de plus en plus. Si, bien sûr. Je vous renverrai un texte qui a été publié dans la revue Brussels Studies, qui est un texte très accessible et qui s'appelle, si je me souviens bien, « Quel est votre projet ?» et qui porte, c'est un des tout premiers, je crois que c'est le premier ou le deuxième texte de la revue, et qui porte justement sur l'aide sociale, et qui montre que quand quelqu'un qui a dégringolé, mais tout en bas, de tout en bas, se présente pour obtenir une aide, la façon dont on l'accueille porte notamment sur « Bon, mais maintenant, vous faites quoi comme projet pour remonter ?» Alors, je ne dis pas que c'est toujours ou partout, mais ce discours-là est un discours qui a un succès énorme. L'idée d'activer les chômeurs, par exemple, c'est quasiment un mot magique.
même si vous démontrez que dans la zone en question, il n'y a pas d'emploi, et qu'il n'y en aura pas avant très longtemps, et que quand il y en aura, les personnes là, monsieur A, monsieur B et madame C, seront tellement déclassées que de toute façon, personne n'en voudra, même si vous prouvez ça, on continuera quand même de vous vendre l'activation en disant oui, mais quand même. Ne serait-ce que, et ça c'est assez intéressant je trouve, que parce qu'on perçoit que finalement, il en va d'une question morale plus que d'une question pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas tant pour qu'ils trouvent du boulot, mais c'est pour qu'ils en cherchent. Parce que chercher, c'est encore faire quelque chose. Et que comme l'inactivité, c'est horrible, voilà. Elle arrête tous les vices. Voilà, c'est comme quand on vous dit, bah, au moins comme ça, il se lèvera tous les matins. Hein. Comme si on pouvait se lever sans avoir quelque part où aller. Alors, participation, troisième impératif, ça aussi on vous le vend à toutes les sauces. Le management est participatif, la pédagogie, il est aussi bien entendu, la démocratie est participative. On fait de la participation en prison aussi, parce qu'il faut que les prisonniers puissent participer au formidable projet qu'est leur propre incarcération. Et donc, dans votre boulot aussi, vous allez participer à des projets. Tiens, on va monter un projet 2, ça te dit d'en être. Quand on vous demande si vous êtes d'accord, ça veut dire que vous devez répondre que oui. Et l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que finalement, le mode d'action privilégié, c'est un mode d'action qui repose sur l'idée d'un projet. Un projet familial, un projet de construction d'une maison, un projet professionnel, un projet de réinsertion. Voilà. Le plan de détention est un plan qui est censé être mis en œuvre à l'entrée d'une personne en prison et où on lui dit, voilà, maintenant on va faire une planification. On va déterminer des objectifs que vous devrez réaliser pendant que vous êtes en prison, et puis on va voir ce qu'on doit mettre en œuvre pour les réaliser. Évidemment, quand vous voudrez sortir en conditionnel, et que vous préparez votre plan de réinsertion, bien entendu, parce qu'il y a aussi un plan, on vous demandera quel est le bilan de l'exécution de votre plan de détention. Et donc, vous voyez, tout est un projet. Et donc, on va avec un grand bonheur d'un projet à l'autre, bien entendu, d'un projet familial à un autre, d'un projet professionnel à un autre, etc. Là-dedans, une des capacités fondamentales, c'est la capacité à rebondir. L'être humain est aujourd'hui, en tout cas quand il est de valeur, est un être bondissant. Ce qui veut dire donc qu'il est capable de gérer ses articulations. J'ai remarqué que ces articulations, elles se passent non seulement dans le temps, c'est-à-dire par exemple entre deux projets professionnels, mais aussi simultanément. C'est la capacité à décrocher son téléphone, à savoir si c'est le patron ou le gosse qui appelle, et à passer d'un registre à l'autre en permanence. C'est la capacité à gérer des types d'implications dans des projets différents, selon des modes différents. Si vous n'êtes pas capable de cette flexibilité-là, ça va mal pour vous. Évidemment, les relations sont sécables, c'est-à-dire qu'en gros, personne ne vous promet rien pour toujours. Votre patron peut, à un moment donné, décider que vous avez rendu de grands services, mais que donc maintenant il pense que même pour vous, c'est mieux d'aller vers d'autres projets. Par exemple, je sais pas, un hébergement dans la rue ou dans un centre d'accueil. De la même manière, avec votre partenaire, vous pouvez à un moment décider qu'on a fait le tour de la question et qu'il est temps de passer à un autre projet. Voilà. Et donc, cette logique-là du projet est une logique qui nous est naturelle, finalement, que nous acceptons de manière assez facile. Qui, aujourd'hui, se scandalise de savoir que l'amour n'a pas duré toute la vie. Qu'il soit déçu pour lui-même. Ça, c'est une question de souffrance personnelle. Mais quand quelqu'un vous dit « Ah, ils ont divorcé. Ah oui, ah tiens. » Voilà. Ça y est, c'était maintenant. Ah oui, ça c'est le cap des 7 ans, monsieur. C'est comme ça. Et donc, vous êtes dans des projets successifs avec des invitations à rebondir et à changer, et vous êtes dans du participatif à tous les étages. Moi, je me pose la question. Dites-moi. En entendant ce que vous dites là, tout au début, vous avez dit qu'on se trompe, qu'il n'y a pas de gens qui décident des choses pour que les choses se passent comme ça. Mm-hmm. Mais en attendant tout ça, moi je me dis, est-ce que vraiment vivre tous ces changements-là par rapport à tout ce que les gens vivent maintenant, est-ce qu'il n'y a pas vraiment des gens qui sont derrière toutes ces situations-là? Mais qui serait derrière ça? Peut-être des gens qui peuvent décider des choses. Des gens qui vont décider la manière dont vous concevez votre couple, par exemple. Non,
Donc des gens qui, la nuit, sur votre oreiller, vous disent « Tu ne changerais pas de projet ?» Non, pas vraiment peut-être de mettre des images. Oui, Mais pourquoi ils feraient ça? je sais pas, par exemple, Parce qu'ils ont envie que vous divorciez, en fait. Ah, bon, alors, soyons clairs. Il y a des gens qui vont, et nous tous d'ailleurs, nous utilisons ces registres-là tous les jours. Quand je vais vouloir me séparer de ma femme, parce que traditionnellement, passé la quarantaine, je me demande si je ne pourrais pas en avoir une de 25 ans à la place de ma femme de 40 ans, c'est quelque chose qui se passe depuis la nuit des temps. Ou vice-versa. C'est plus rare. Juste une question de statistique. Non, non. Mais donc, pour reprendre, non, je prends cette thématique-là parce que c'est une thématique éternelle. C'est-à-dire la thématique de la rupture dans le couple, c'est une thématique. Voilà. On lit la littérature depuis que la littérature existe et c'est de ça dont on parle. Mais simplement la manière dont je vais le dire. Aujourd'hui, je ne vais pas, par exemple, la répudier. Ça ne se fait plus. Je ne vais pas non plus essayer de la prendre en flagrant délit d'adultère pour pouvoir demander le divorce après 3 ans de procédure. C'est pas comme ça. Je vais lui dire, tu comprends, je me sens plus heureux. Je ne suis plus satisfait dans ce projet-ci. Je souffre et j'ai besoin de vivre de nouvelles aventures. C'est pesé, c'est fini. J'ai dit ce qu'il fallait pour présenter en tout cas une façon de voir les choses qui suffit à légitimer ma décision. Quand je fais ça... Non, 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 je ne dis pas qu'il n'y a pas de résistance en face. Par exemple, récemment, les patrons d'Air France qui ont essayé de convaincre les gens qu'ils avaient intérêt à aller rebondir ailleurs, ça leur a coûté... Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de résistance. Ce que je veux dire, c'est que ce discours-là est un discours qui a une certaine efficacité et que nous-mêmes, nous utilisons tous les jours. Mais c'est aussi ce que me dira mon patron quand il se débarrassera de moi. Quand j'ai eu terminé ma thèse, on m'a dit, c'est super, tu es docteur. Maintenant, ça serait vraiment bien, et au lieu de dire que tu as été faire voir, on m'a dit que tu fasses un post-doctorat à l'étranger. C'était une manière de dire, circule, va voir ailleurs, fais d'autres projets. Évidemment, à l'époque, j'avais déjà 2 enfants, et mon deuxième était tout petit, donc j'avais aucune envie d'aller passer, de revenir un week-end par mois, voir mes gosses qui se disaient, tiens, c'est qui encore ce type avec une barbe? Et donc, je ne l'ai pas fait. Donc là, j'ai résisté, j'ai refusé ça. Mais ça a permis de justifier le fait qu'on me dise, mais tu vois, voilà, c'est par là, la sortie est là. Donc il y a quand même danger de faire des projets. Ah, mais bien entendu, il y a toujours danger. C'est comme avant, quand les projets étaient interdits, c'était aussi très dangereux d'en faire. Donc on reviendra après sur les 2 faces, justement, de ces systèmes. Je ne suis à aucun moment en train de dire que ceci est bien. Je dis que nous acceptons ça. Il n'y a pas de manichéisme. Voilà. Et vous vouliez intervenir, monsieur? Oui, par rapport à la question du divorce, Oui. le discours de dire voilà, on peut changer, l'amour, ça ne va pas toute la vie. Les gens qui se marient, ce n'est pas forcément par amour. Parce que si on regarde Monique et Patron Charlot pour la haute bourgeoisie, ils disent là-bas, dans la haute bourgeoisie, on divorce très peu. Parce que c'est les matrimoines aussi qui font. Et ce qui fait qu'on dit il y a un discours dominant qui est là et on peut changer, mais il fait qu'il y a des gens qui ne vont pas cesser de s'appauvrir. Du fait de changement. On voit vous avez tout à fait raison. Avec enfants, suite à des divorces, c'est une catastrophe du point de vue économique. On est bien d'accord. Oui. Donc voilà, donc, la question des pratiques, ce n'est pas forcément des pratiques, c'est généralement. Non, non. Un autre aspect, quand Mitterrand a décidé en 83, 84, 85 de mettre l'accent sur l'Europe, donc il a donné cette impulsion au Célan, qui a participé à ce groupe éventuellement. C'était un discours qu'il avait absolument pas en 80 et qu'il avait eu en 83, 84, quand il s'agissait de justifier un changement et de donner des horizons, parce qu'il avait perdu les premiers. Tout à fait. Donc, quand on dit l'Europe telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est le résultat aussi qu'à un moment donné, il y a des politiques qui ont pesé dans la balance, parce qu'ils ont changé d'orientation. Vous avez tout à fait raison. Vous pointez 2 choses qui sont importantes. La première chose, c'est la distinction entre les discours et les pratiques. Alors, dire une chose et la faire, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, on peut valoriser ce discours-là, le tenir. Quand il faut passer à l'acte et que ça nous est coûteux, là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que si c'est moi qui suis largué par ma femme, je risque de sortir le couplet sur l'amour éternel. Et donc là, vous avez tout à fait raison. Ce discours-là n'est pas du tout le seul en lice. Les intérêts financiers dans des familles de la haute bourgeoisie
pèse réellement. Et la perspective pour quelqu'un de perdre son train de vie peut lui apparaître comme plus défavorable que celle de passer le restant de ses jours avec quelqu'un qui n'aime plus. Donc vous avez bien raison. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des moments décisifs. Là, vous donnez l'exemple de Mitterrand. Mitterrand donne cette impulsion, mais il donne aussi celle-là, à ce moment-là, parce qu'elle peut fonctionner, parce qu'il le sent, parce qu'il voit qu'elle peut fonctionner. Vous avez raison, dans les années 70, il est encore dans ses discours et il parle de mettre à bas le capitalisme, et où on croit rêver, quand on relit les discours des années 70, on se dit, ah bon, ça c'est pas... Vous êtes sûr, c'est pas 1925, ça, hein, c'est 1975. Donc effectivement, il y a un changement, mais une des caractéristiques d'un grand homme politique, c'est de sentir ce qu'il peut dire à un moment donné, et comment il peut tirer parti de ça, et comment à la limite il peut faire exactement la même chose, en passant par une justification A ou par une justification B. Parce qu'en gros, finalement, la question est de savoir aussi si son projet c'est l'Europe ou si son projet c'est sa réélection. Si son projet c'est sa réélection, alors il a juste utilisé un discours, et il est effectivement dans un moment où beaucoup de forces au sein de l'Union européenne poussent pour une intégration européenne à un marché unique, parce que c'est ça qui est en ligne de mire à ce moment-là, où beaucoup de forces poussent dans ce sens-là, et il se dit, ok, voilà, il y a une ouverture là, et là, il y a quelque chose à porter. Mais vous avez tout à fait raison. Et donc ça, c'est la question de l'usage de l'idéologie. C'est à quel moment je vais m'emparer d'un discours pour. On verra aussi à la fin que parfois, on est mobile et on n'est pas reconnu comme tel, parfois on est immobile et personne ne s'en rend compte, etc. Et que donc, il y a aussi la capacité à faire usage, ou la capacité à éviter qu'on use contre nous de ces discours-là. Oui. En fait, Ce bazar. Oui, ce bazar. Ça me renvoie à. Enfin, je ne sais pas si c'est une corollaire de ça, mais une hyper-individualisation des parcours, des personnes. Enfin, moi, je sens ça au détriment peut-être de quelque chose de plus collectif, et en même temps basé aussi sur une forme de récupération d'un discours qui auparavant était un discours d'émancipation. C'est tout à fait, oui. L'idée de la liberté, de la créativité, reprendre possession de sa vie, de son itinéraire. Tout ça, c'est comme si tout ça avait été, comment dire, tordu. Tordu, Oui, c'est vrai. Au service finalement d'une idéologie. Si vous voulez, on y reviendra à la fin. Si vous voulez, on y reviendra à la fin, mais je propose de garder ce point-là, de le mettre juste de côté pour y venir quand j'aurai expliqué ce quatrième idéal, parce que je crois que vous pointez quelque chose qui est assez intéressant, qui est un ensemble de tensions dans ce système et de double sens aussi, etc. Mais je crois que vous avez raison. Mais par contre, il faudra, je pense, peut-être distinguer individu et personne et voir qu'il y a différentes manières de faire du collectif. Que quand vous faites du collectif parce que vous êtes intégré dans une masse anonyme, c'est pas du collectif chaud, c'est pas forcément du collectif épanouissant non plus, et que donc l'opposition stricte entre le collectif et l'individuel est peut-être pas assez nuancée pour rendre compte de ce qui se passe. Mais voilà, hein, ça se discute. Hein. Juste par rapport à ce point précis, le deuxième jour, on va un peu travailler sur un code de Montesquieu de Chapeau qui parle de la récupération de la critique artiste à l'intérieur des groupes de la chose. C'est quelque chose qu'on va... Comment vos rêves d'émancipation finissent par se retourner contre vous. En fait, c'est ça l'idée. Alors, ici, donc le quatrième impératif, c'est l'adaptation. Il faut se rendre compte que si vous devez être actif tout le temps, si vous devez l'être de votre propre initiative, et que si vous devez participer en permanence à des projets, vous avez intérêt à avoir des capacités d'adaptation assez élevées. Ça semble logique. Avant, on apprenait un métier, et on avait ce métier toute sa vie, par exemple, où on fondait une famille, et finalement, on était dans un cadre où on avait conquis un statut, une position qui ne serait pas remise en question, et qui permettait de s'y installer confortablement, voire de s'y encrouter, mais qui, en tout cas, permettait, d'être son rôle de manière indiscutable, au moins pour soi-même. Donc, voilà, je suis marié, père de famille, et je sais ce que ça veut dire, et j'occupe ma position, et je n'ai pas à me réadapter en permanence au fait, ah tiens, ma femme est partie, ah tiens, une autre est arrivée, ah tiens, il y a des enfants, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est la même manière d'un point de vue professionnel.
C'est toujours très coûteux, évidemment, de changer de boulot, de reprendre des habitudes, de modifier ne serait-ce que ses trajets, ses horaires, toute l'organisation et toute la logistique qui va autour. Je ne suis plus sur cette route-là, mais sur cette autre, il y a plus d'embouteillage, il y en a moins, je ne peux plus passer prendre des enfants en rentrant, etc. Toutes ces choses-là. Ici, donc, l'idée, c'est de s'adapter, évidemment, en continu, c'est-à-dire en passant d'un projet à l'autre, mais aussi en parallèle, c'est-à-dire pouvoir mener de front toute une série de projets et savoir bien dans quel registre on est et à quel moment. La flexibilité, à cet égard, est vantée de manière récurrente comme le fondement de la dignité de l'être humain. En fait. L'être humain, c'est avant tout quelqu'un qui s'adapte. Pendant très longtemps, l'être humain, ça a été celui qui normait les choses, celui qui mettait des règles, qui posait des limites. C'était la différence entre l'homme civilisé et l'homme primitif, si vous voulez. C'est un discours qui est extrêmement présent, qui est notamment tout le discours fondateur de la colonisation. C'est la distinction entre nous qui avons des règles et des principes et eux qui n'ont rien, qui vivent tout nus. C'était ça. Et donc, derrière cet imaginaire-là, il y avait l'idée qu'un homme, un humain, c'est quelqu'un qui se distingue de la nature, qui trace des règles et qui pose des principes. Aujourd'hui, si vous lisez toute une série de textes, vous verrez qu'en fait, avant tout, l'homme, c'est quelqu'un qui s'adapte. Un exemple, les travaux préparatoires de la loi pénitentiaire dont je vous parlais tantôt. Donc, c'est une loi de 2005, qui est la première loi pénitentiaire de l'histoire de la Belgique, et qui fixe, en gros, les principes qui doivent régir l'incarcération en Belgique. Quand, au début de l'exposé des raisons pour lesquelles il faut prendre cette loi, quand au début de l'exposé, on s'interroge sur, mais finalement, c'est quoi le problème de la prison? Au lieu de mettre en avant ce qu'on aurait mis autrefois, c'est-à-dire, c'est un lieu où on prive les gens de leur liberté, où les gens souffrent, où ils sont privés de leurs droits fondamentaux, etc. Donc ça pose problème, donc il faut prendre des précautions. Ce qu'on dit, c'est, la première chose qu'on dit, ce qui est central, c'est, en fait, on les prive de leur autonomie. C'est pas tellement qu'on les emprisonne, c'est pas tellement qu'ils souffrent. C'est qu'ils cessent d'être autonomes et qu'ils désapprennent à être autonomes. Et qu'après, quand ils sortent, ils sont incapables de s'adapter. Et ça, c'est, dans ce texte, le fondement du problème de la prison. A priori, c'est pas à ça qu'on pourrait... Enfin, quand on s'imagine la prison, si on s'imagine soi en prison, je pense qu'on peut imaginer beaucoup de problèmes avant celui-là, qui est, peut-être que quand je sortirai, je ne saurais plus prendre de tram ou passer un entretien d'embauche. Mais par contre, cette question de la flexibilité comme dignité de l'homme-là est centrale, et elle guide toute une série de principes qui vont être imposés dans les prisons, enfin, en tout cas, qui sont censés être imposés dans les prisons. Dernier point, fin des statuts et des rôles. Autrefois, on peut considérer que les gens acquéraient un statut, et quand ils avaient ce statut, ils pouvaient le tenir et ils jouaient le rôle correspondant à leur statut. Et donc, ils jouaient le rôle de père parce qu'ils avaient un statut de père, ils jouaient le rôle de chef de bureau parce qu'ils avaient un statut de chef de bureau. Et en gros, ce statut, on ne le perdait que très difficilement, qu'en cas d'indignité grave. Aujourd'hui, on est passé de l'idée de la fidélité à une position et à un statut à l'idée de la sincérité. La sincérité dans l'engagement du moment, mais qui n'est qu'un engagement du moment. Et donc, je dois être sincèrement dévoué à mon employeur, mais on sait bien que ça ne va pas durer toute la vie. Hein, et que quand je serai à la concurrence, il ne faudra plus venir me demander quoi que ce soit. C'est aussi ça, cette idée-là. Donc, on est dans une multiplication des postures familiales, professionnelles, politiques, etc. Où, voilà, tout ça change. Il faut quand même se rappeler qu'il fut une époque où, quand on était ouvrier, on ne pouvait pas voter libéral. Et que si on était un ouvrier socialiste, on était à la mutuelle socialiste, au parti socialiste, au syndicat socialiste, à l'assurance socialiste. Voilà. Voilà. Et on était dans un pilier, et on était intégré dans ce pilier. Et quand on était chrétien, c'était la même chose. On avait tout un pilier. Aujourd'hui, on peut panacher, on peut passer de l'un à l'autre, c'est dire finalement, l'offre sur l'assurance dentaire de la mutualité chrétienne est quand même plus intéressante que la socialiste, je vais devenir chrétien. C'était pas imaginable avant. Donc ce qu'il y a derrière ça aussi, c'est une possibilité de changer. Alors on va dire c'est super, en fait, on peut choisir plus librement sa mutuelle. Je n'ai pas dit qu'il y avait des désavantages. Évidemment, le problème, c'est la fidélité. Comment s'assurer qu'avec les gens, ça va fonctionner au moins pendant un certain moment. À partir du moment où vous dites la famille c'est contractuel, qu'est-ce que vous dites si un jour votre femme vous dit à table finalement j'en ai marre de cet appartement, j'ai rencontré un mec qui en a un plus beau, je m'en vais. Ça pose des problèmes. Donc là, la question, c'est la question de la constance.
Notre mutuelle et une famille. On ne va pas choisir la même chose. Oui, sauf que avant, quand vous étiez repéré dans un pilier, vous n'aviez même pas la possibilité d'en sortir. Parce que si vous étiez mis à fréquenter les socialistes en étant chrétien, alors vous étiez un traître. Vous aviez transgressé quelque chose qui ne se faisait pas. On ne passait pas d'un syndicat à l'autre. On ne passait pas d'un parti à l'autre. Parce que ce n'était pas imaginable. Parce que c'était tellement différent, tellement antagoniste qu'on ne pouvait pas imaginer que vous On franchissiez. appelait ça des retourneurs de veste. Voilà, vous pouviez le faire, bien sûr. Mais en le faisant, vous deveniez un transgresseur. Et donc, à ce titre, le risque, c'était évidemment d'être rejeté par les deux camps. Les autres qui disaient, attends, un catho qui veut devenir socialiste, reste chez toi. Et les chrétiens qui disaient, et quoi alors? Voilà qu'on est communiste maintenant. Ouais. Le problème, mais dans tout ce que vous exposez, je trouve ça assez stérile, assez froid. C'est un peu un modèle comme ça, dans des moules où il faut toujours bouger, toujours. Comme ce que je disais tout à l'heure, je trouve que c'est. Enfin, moi, je ne conçois pas la vie comme vous expliquez. Ici, je ne conçois pas la vie. Hein. Vous êtes en train de dire que c'est un modèle qui. Il démontre quelque chose. Voilà. Il démontre. Ce que j'essaie, peut-être qu'à Moi, la... ça me fait peur. Parce que, Ah oui, mais ça... Ah, mais ça, c'est autre chose. Enfin, Alors- non, mais voilà, ça correspond Non, non, pas alors, à mon idéologie ou c'est à pas ma de souci. carrière. Donc, ce que je dis ici, Oui, c'est une question intéressante parce elle amène alors à clarifier une position. C'est qu'ici, moi, je vous parle en tant que chercheur en sciences sociales. oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, J'ai bien compris. je n'ai jamais dit que je trouvais ça formidable. D'ailleurs, je ne dis pas non plus que je trouve ça horrible. Je ne dis ni l'un ni l'autre. Que vous disiez, c'est pas comme ça que je conçois la vie, c'est pas ça que je veux, pas de souci. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est de comprendre pourquoi toutes ces choses se passent en même temps. Pourquoi est-ce qu'au même moment où on remet en question la division des rôles de genre dans la société, entre hommes et femmes, la stabilité du couple, la stabilité des carrières professionnelles, par exemple, la stabilité des affiliations politiques, la stabilité des affiliations religieuses aussi. Pourquoi tout ça se produit en même temps? Comment ça se fait que depuis que les féministes ont brûlé leur soutien, il se passe autant de choses? Est-ce que tout ça est par hasard? Et qu'en gros, il pourrait se passer ceci, mais il pourrait se passer exactement le contraire? Ou est-ce qu'au contraire, il y aurait une logique, il y aurait quelque chose qui sous-tend ça, c'est-à-dire en fait une vision du monde que nous aurions et qui serait en train de changer et qui nous amènerait à agir différemment dans tous ces champs. C'est un cheminement. Pardon? C'est un cheminement. Bien entendu. Et qui n'est pas fini et qui ne se terminera sans doute jamais. C'est-à-dire qu'il restera toujours des résistances. Par exemple, je parle du couple, mais ce qu'il faut pointer, c'est que dans beaucoup de documents maintenant, on distingue le couple parental du couple que constituent les parents. C'est-à-dire, oui, vous pouvez rompre avec votre femme, mais vous serez un parent pour toujours. Et là, vous devez rester ensemble pour l'enfant, pas rester ensemble dans le même appartement, mais en tout cas continuer ensemble de gérer l'enfant. Ça, c'est clairement un truc où on dit, attendez, il y a du non négociable. Il y a des choses qu'on n'efface pas. Alors là, après, mais ça, on n'aura pas le temps d'y arriver aujourd'hui, je pense, c'est s'interroger sur pourquoi ici, pourquoi là, pourquoi ceci résiste et pourquoi pas ça. Pourquoi, par exemple, on dit en Europe, il n'y a plus de frontières, mais quand un Syrien veut traverser la Méditerranée, on lui dit « Ah non, non, attendez, on s'est mal compris, Hein? Parce que toi, tu es Syrien, d'accord? Et moi, je suis Belge, et donc là, c'est pas la même chose. » Ou pourquoi, quand on dit « Il n'y a pas de frontières, nous sommes tous des Européens », puis on dit « Ah merde, il semblerait que les Espagnols, ils sont pauvres là pour l'instant, ils veulent arriver ici. » Non, non, vous êtes sûr que vous avez une occupation ici? Parce qu'il faut un bon motif maintenant pour venir. Vous voyez? Donc c'est ce jeu aussi autour de ça. Un coup, je l'invoque, un coup, je ne l'invoque pas. On pourrait se dire, finalement, nous qui avons prôné une mondialisation et une ouverture des frontières au commerce, il ne serait que justice que de dire aux peuples des pays moins favorisés, on vient vous vendre nos surplus agricoles et notre poulet surgelé, si vous avez envie de venir travailler chez nous, vous êtes les bienvenus. C'est pas ça qu'on fait. On dit non, non, on s'est mal compris. Les poulets, il n'y a pas de frontières. Mais vous, par contre, c'est plus compliqué. Et donc là, c'est ça qui est intéressant. C'est le jeu sur les limites. À quel moment la limite va réémerger? À quel moment on va dire « Ah, il n'y a pas de question de limite ici ». La question récente des réfugiés est très intéressante de ce point de vue-là, parce qu'elle montre à quel point il reste
dans l'imaginaire et dans les faits, des limites et des fermetures, ou des gens à qui on dit non, non, mais tout le monde peut bouger, mais pas toi. Mais, par exemple, la remise en question des rôles de genre et de la famille, de manière très intéressante, est devenue un enjeu politique en France gigantesque, autour de ce qui pourrait apparaître au départ comme une frange réactionnaire de la société, mais qui a fini par constituer un mouvement beaucoup plus ample que les 3 ou 4 conservateurs qui, en Belgique, ont dit « Ah, c'est quand même dommage qu'on permette aux homosexuels de se marier ». Parce qu'en gros, ici, c'est à peu près ça qui s'est passé. Il ne s'est pas passé grand-chose d'autre. Et donc, il y a évidemment à des moments des gens qui s'emparent de thématiques. Et donc, il y a des domaines dans lesquels ça passe comme une couque, comme on dit, et il y a des domaines dans lesquels, au contraire, c'est beaucoup plus mouvementé. La famille a été un lieu d'affrontement autour de ça, et je ne pense pas que ce soit fini. Oui. Toujours eu quoi? Toujours eu des changements comme ça. Bien entendu. On ne comprend pas, et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qui a amené ces changements. Par exemple, je pense au Xe siècle, on ne vivait pas comme au XVIIe, mais au XVe, il y a eu des changements. Bien sûr. Des avis de l'Église, en fait, toutes des choses que, pour nous, moi je pense que ce qui a encore changé, c'est les 68 pour moi. Moi, je suis plus jeune que les 68. J'ai toujours reproché ce mouvement, la liberté, qui est arrivé ici, et je dis que les 68, pour moi, avec ma réflexion toute seule, alors pourquoi, c'est ce qui nous a amené ici à cette situation. Au cas où non, bah, non, je suis pas d'accord. Alors, ici, en fait, si vous voulez, donc, ceci ne prend évidemment pas, je ne dis pas que c'est la première fois que la vie de l'humanité change. Ce qui m'intéresse, donc, c'est cette articulation-ci. Dans cette articulation-là, je pense que mai 68 est une date symboliquement importante. Pratiquement, je ne suis pas sûr que ça soit si important que ça. Mais en fait, mai 68 est le produit, déjà, de quelque chose avant. C'est-à-dire qu'en fait, mai 68 n'est pas ce qui a provoqué. Mai 68, c'est un moment donné. C'est un moment donné où il y a une cristallisation et tout d'un coup, une montée en régime des oppositions. Mais on ne peut pas faire monter en régime des oppositions si ces oppositions ne préexistent pas. Il y a à ce moment-là tout un ensemble de problèmes. Et un de ces problèmes, d'ailleurs, c'est très vraisemblablement la position de la femme dans la société. Alors, donc là, c'est 45. Donc là, c'est 45. Il y a déjà des suffragettes au début du siècle, et le combat des femmes pour l'égalité est un combat très ancien, mais qui monte doucement et qui, dans les années 60-70, va prendre une tournure différente. Et puis, il y a des contestations politiques qui prennent la forme du marxisme, en tout cas qui se réclament beaucoup du marxisme, mais qui sont très fortement emportées par une très jeune bourgeoisie éduquée, qui n'est pas satisfaite du monde auquel elle est confrontée. Mais tout ça est quelque chose qui puise des racines très profondes dans la société avant. Mai 68, c'est un moment où tout d'un coup, quelque chose se déclenche. Mais en fait, ce déclenchement-là, en lui-même, est un symptôme. Alors, effectivement, après, les choses ne sont plus les mêmes. Parce qu'il y a eu une reconfiguration des positions. Oui, moi, je ne suis pas là pour dire ce qui était bon ou ce qui était mauvais. Oui, par exemple, on peut regretter, on a beaucoup macadamisé les rues, parce que c'est plus difficile d'arracher les pavés quand ils sont en dessous. Non, mais je veux dire, la société a changé après, elle a changé aussi parce qu'un rapport de force politique avait évolué, mais je ne sais pas si les gens pensaient très différemment en 69 par rapport à 67, c'est ça que je veux dire. À part le fait qu'ils se rendaient compte que quelque chose s'était produit, ils avaient peut-être pris conscience de certaines choses, mais très vraisemblablement, leur cadre de référence était déjà, en tout cas, en partie mûr avant. Vous voyez, je voudrais éviter qu'on rentre dans cette idée que l'histoire, elle se fait au moment où l'événement se déclenche. En fait. Non, je veux dire que, quand j'ai commencé mon intervention, c'est qu'à certains moments de l'histoire, il y a toujours eu des changements comme ça, où on ne sait pas expliquer le tout. Pourquoi ça change? Oui, mais avec le recul, si. Il y a deux possibilités. D'abord, on ne sait jamais tout expliquer. Donc ça, voilà, ça, on peut déjà le mettre de côté en rien. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on en déduit qu'on ne peut rien expliquer, alors je vais trouver l'arbre le plus proche, vous me fournissez une corde et je lui pends, parce que ça veut dire que plus aucune science n'est possible. Donc moi, je ne viens pas du tout ici avec l'idée que je sais expliquer. D'abord, je ne suis pas en train d'expliquer le pourquoi. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire
On en est là parce qu'il s'est passé ça à tel moment. C'est pas ça que je dis. Je dis, je crois qu'il est en train de se passer cela. Et qu'on peut le dessiner de cette manière-là. Ça n'explique pas tout, très certainement. C'est évidemment pas parfait, bien entendu. C'est une tentative d'un cadre de pensée pour essayer de mettre de l'ordre dans des broles qui se passent autour de nous. Après, dire il y a du bon et du mauvais, c'est une autre question. C'est la question qui est plus de soit ça me satisfait, ça ne me satisfait pas, soit c'est conforme à mes principes moraux ou ça ne l'est pas. Et de la même manière que vous, j'ai des choses qui me satisfont, qui ne me satisfont pas, des principes moraux, etc. Mais ici, j'essaie de ne pas vous présenter mes principes moraux, mais de vous montrer un discours auquel nous sommes confrontés. Et alors, si on y arrive, mais vous faites bien de m'interrompre, hein, parce que vos questions sont intéressantes. C'est parce que je ne défends pas, mais je vais un peu dans ce que vous voulez dire, Denis. Ça fait quand même un lot. Mais je me demande qui tire les ficelles. Mais personne ne tire le ficelle. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi? En fait, ce qui est intéressant, c'est que... Imaginons la société dans laquelle nous sommes. Hein. Donc, ce dont je parle, c'est d'un ensemble de discours et de comportements qui concernent des centaines de millions de personnes. Et il faut se défaire de l'idée qu'il y a une grosse ficelle au-dessus de la société qui l'agite. Les hommes politiques, les puissants, tous ces gens-là sont autant les jouets de la société que nous sommes nous-mêmes les jouets de la société. Alors effectivement, si Bill Gates fait un discours, il y a plus de chances qu'il se fasse entendre que vous. Hein? Imaginons qu'on descende ici à la station Porte de Halle. Vous allez faire un discours sur les quais. On vous embarque. Maintenant, imaginons que Bill Gates fasse la même chose. Les caméras sont là dans les 10 minutes et c'est diffusé dans le monde entier. Ok, mais ça ne veut pas dire que ces cadres de pensée ont été préconçus à un moment et puis injectés dans la société avec une grosse seringue. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de choses est impossible. Parce qu'en fait, les gens qui manient ces discours-là, y croient autant que vous. C'est-à-dire que le PD... Oui. Juste pour faire un autre vrai qui a replacé un peu du contenu ce matin, c'est cette distinction entre l'idéologie en tant que besoin, en tant que projet d'impulsion, en tant que représentation générale, et les idéologies en particulier chez Althusser, qui sont liées à des intérêts spécifiques, et là qui vont être produites, qui vont être une instrumentalisation de l'idéologie en général. Et là, il y a une tension entre les deux. Donc, c'est à ça qu'il faut peut-être essayer d'accrocher. Quand vous voyez le PDG d'Air France vous dire qu'il faut flexibiliser le marché du travail, il croit que ça va arranger quelque chose. Il est sûr que c'est ça qui doit être fait parce que c'est normal. J'avais entendu il y a quelques années quand même l'ancien directeur de la bourse de Bruxelles dire que le capitalisme était naturel. C'est-à-dire que c'était un mode d'organisation naturel de l'économie. Il faut quand même oser dire ça d'un système qui est né, il y a à tout casser. Si on est vraiment très large au milieu du XVIIIe siècle, hein, pour les racines les plus profondes, mais il faut quand même oser dire ça par rapport à une humanité qui a quand même quelques milliers d'années de plus. Hein. Et donc, ce que je veux dire là, c'est que il peut y avoir des usages stratégiques de ça. Mais ces cadres n'ont pas été conçus par quelqu'un qui s'est dit « et maintenant, on va penser comme ça » ou « je vais les faire penser comme ça ». Maintenant, clairement, les médias vont trier des choses, certaines choses se diront plus facilement, des gens auront intérêt à publier certains livres et pas d'autres, ou certaines émissions et pas d'autres, etc. On est d'accord. Ça aide quand même. Ça aide. Mais là, on est dans des effets de renforcement d'un discours. On n'est pas dans la création ex nihilo d'un discours en se disant « en fait, je me rends compte que ce qui m'emmerde, c'est la famille, donc je vais lancer l'idée que finalement, la famille, ça n'est qu'un contrat. » Ça ne marche pas comme ça. Oui. La société n'est pas l'anarchie. Quand on a décidé de faire la séparation des pouvoirs, on savait que si on laissait le pouvoir entre une seule main, forcément, ça allait vers des dérives. Donc, on a mis des garde-fous. Quand, après la Seconde Guerre mondiale, je vois en France, il disait qu'il faut assurer, il faut faire en sorte que l'État puisse assurer une presse pluraliste, indépendante, pour éviter ce phénomène de piège, de concentration, de pensée unique. Donc, on sait que ces travailleurs-là, c'est pas aujourd'hui que la sociologie et les sociologues sont consultés pour expliquer un peu la société. Les constats que vous faites, vous n'êtes pas les premiers à faire.
Donc il y a quand même beaucoup de choses. Je vois par rapport à moi, je pense qu'il y a quand même un modèle dominant qui se met en place, mais avec l'aval des grandes institutions internationales notamment. Quand je prends par exemple l'éducation de toute façon tout au long de la vie. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de l'éducation permanente, de l'éducation populaire, qui ont l'impression que c'était leur propre slogan et leur propre revendication qui étaient pris en compte par les pouvoirs publics. Sans se rendre compte que derrière la notion d'éducation tout au long de la vie, c'était autre chose, c'était justement cette histoire de la mobilité, des personnes qui sont en projet tout le temps, de l'accumulation et de l'ascension quasiment individuelle. Donc il y a quand même, je pense, dans la manière dont on va aborder les choses, en tout cas par les institutions internationales, bien sûr, un certain nombre de vocabulaire qu'ils utilisent, qui font écho chez nous, mais dont on ne met pas forcément le même sens derrière. Quand on dit maintenant les gens ils font des économies, et on leur dit non, qu'on fait des économies, c'est pas bon, ça ne fait pas marcher l'économie. Donc il faut devenir dépensier. Donc c'est pas dépenser, ou alors mettre de l'argent dans des actions pour pouvoir avoir des pensions. Donc et on dit maintenant c'est un investissement. Oui, mais c'est une manière d'utiliser. Mais je n'ai à aucun moment je n'ai dit que personne n'utilisait ce discours. C'est pas ça. Simplement ce que je dis, c'est vous pourrez chercher autant de temps que vous voudrez. Vous ne trouverez pas le protocole des sages de Sion de l'idéologie mobilitaire. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de plan derrière ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on va parler de l'éducation tout au long de la vie? Tout simplement parce que ça fait tilt. Parce que l'ensemble des choses qu'on peut dire autour, les gens disent « mais c'est super comme projet ». Et c'est peut-être pas ça qu'on veut vraiment faire. Mais ce discours-là, il passe. Et il passe pas par hasard. Et il passe parce qu'il est déjà en nous, à plein de niveaux en fait. Et parce que ce discours-là, nous-mêmes, nous l'utilisons. Nous l'utilisons quand nous voulons changer des choses. On va juste essayer d'avancer un peu, parce que sinon on n'en sortira jamais. Voilà, l'idée c'est que ces 4 impératifs-là constituent ce que Bertrand Montilet et moi appelons l'idéologie mobilitaire. Donc ce sont des impératifs qui sont socialement construits, mais qui sont présentés comme naturels. On va dire, mais c'est la dignité de l'homme d'être flexible, par exemple. Qui sont fondés sur une valorisation de la mobilité pour elle-même. Alors cette mobilité ne doit pas être entendue au sens littéral, c'est pas se déplacer dans l'espace, c'est pas seulement ça. C'est cette idée du mouvement en permanence. Qu'est-ce que c'est plus spécifiquement la mobilité? C'est un déplacement spatio-temporel, c'est simplement on voyage dans l'espace au cours du temps. Pendant une certaine durée, on va voyager dans l'espace. Mais l'espace, c'est pas forcément un espace physique. Ça peut être l'espace social. C'est par exemple, je vais faire une ascension sociale. Ou une dégringolade sociale, bien entendu. Donc je vais bouger dans un espace qui à ce moment-là n'est pas un espace physique, mais un espace immatériel. Et donc l'espace, c'est une dimension qui nous sert à structurer ce qu'on voit autour de nous. Ça nous permet de dire, ah, voilà, il y a autant de mètres, on est haut, on est bas, etc. Mais qui nous permet aussi de dire que deux personnes sont socialement proches ou non, par exemple. C'est ce qui permet de dire, de définir des rapports de proximité ou d'éloignement dans des réseaux sociaux. Sur Facebook, est-ce que vous êtes proche sur Facebook? On n'est jamais proche sur Facebook physiquement, parce qu'on est juste derrière son petit truc et on est comme ça. Maintenant, on est proche, ça veut dire que, ah oui, on s'envoie souvent des messages privés, on commente souvent nos propres posts, on les like souvent, etc. Et donc, si vous voulez, cette idée d'espace, elle doit être généralisée. Si on veut trouver un point commun entre ces différentes choses, le point d'entrée que nous proposons, c'est de passer par l'idée de l'espace, en disant finalement, tout ça, ce sont des questions de mobilité. Je vais préciser. Et donc, en gros, si vous voulez, c'est une grille de lecture. C'est juste dire, voilà, activité, activation, participation, adaptation, ça peut se retrouver, par exemple, dans famille, travail, déplacement, choses publiques, école, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est là? Je n'en sais rien. Et le but n'est pas ici de... Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt la pause. Je comprends que ça fatigue. Hein. C'est parce que je vous vois regarder l'horloge alors que je suis en train de dire que je suis un peu long. Alors, pourquoi? Une des hypothèses qu'on fait, c'est que notre rapport à l'espace a changé. C'est-à-dire que nous ne voyons plus l'espace comme nous le voyions avant. Comment est-ce qu'on peut dire les choses aujourd'hui pour être simple? Aujourd'hui, quand on pense à l'espace, on ne pense pas spécialement à la frontière. Réfléchissons un peu à la manière dont nous voyageons aujourd'hui. On prend un avion, c'est devenu très bon marché avant, l'avion c'était quelque chose. Hein. Aujourd'hui, vous prenez un Ryanair, 50 €, et vous vous retrouvez 2 heures après, vous êtes dans une autre ville.
Et puis vous revenez dans l'autre sens, et 2 heures, hop, vous êtes de nouveau à Bruxelles Sud. Vous voyez, Charleroi. Et donc, vous n'avez pas voyagé en fait. Vous êtes passé d'un endroit à l'autre, mais vous n'avez rien vu entre les deux. Parce que vous êtes en l'air, de toute façon, le temps qu'on essaye de vous vendre 2-3 trucs très chers, et vous atterrissez déjà. Et donc, en fait, vous n'éprouvez pas l'espace. Ça, c'est pas le chemin de Compostelle, quoi. C'est pas voyager à l'ancienne, où on traversait, on voyait les paysages, on s'arrêtait, il y avait des haltes, on devait dormir en route, etc. C'est même plus la route des vacances où les embouteillages vous permettaient de profiter du paysage. Aujourd'hui, c'est plus des nationales, etc. C'est comme des tunnels, si vous voulez, entre 2 points. Ça serait un espace ponctué, si vous voulez. C'est un espace dans lequel, c'est l'espace de... Regardez un peu sur les sites des compagnies aériennes, les endroits que nous desservons. Vous avez des points partout dans le monde, et des petits avions qui vont entre eux. En fait, le monde n'existe plus. Il n'existe que des pistes d'atterrissage. Entre les deux, on n'est pas sûr qu'il existe quelque chose, finalement. On ne l'éprouve pas, en tout cas. Nous, quand on voyage, je vais en Espagne avec Ryanair, je ne traverse pas la France. Pourtant, la France, elle est entre la Belgique et l'Espagne. Mais si je prends un vol pour Barcelone, je ne traverse pas la France. Je ne traverse pas l'océan quand je vais aux États-Unis. Je passe 12 km au-dessus. Il peut y avoir l'Himalaya en dessous, c'est la même chose. Je ne traverse pas l'océan. On est dans un imaginaire d'un espace qui n'est plus fondé sur il y a des frontières partout, il faut s'arrêter, il faut cheminer, il faut traverser des obstacles, etc. De plus en plus, on est dans un imaginaire d'un espace qui est une énorme étendue, et alors on peut partir d'un endroit, ressurgir ailleurs, etc. Regardez la carte du métro. Vous voyez la carte du métro? Ce n'est pas une carte de Bruxelles. Hein. Vous n'avez que des lignes droites. Et en fait, si vous êtes touriste, vous êtes incapable de vous dire « Ah ouais, ok, je vois donc l'avenue Louise, elle est au nord ou au sud de la Grand Place ?» On ne sait rien en fait. Si vous regardez ça, vous vous dites juste bah, « Elle est au bout de la ligne bleue en fait. » Mais en fait, la ligne bleue, elle fait comme ça, sauf que c'est une ligne comme ça qui a juste des points. Et c'est des points d'émergence. C'est pour ça que je déteste le métro. C'est parce qu'en fait, en métro, on ne voyage pas. On plonge, et quand on ressort de l'autre côté, on est à un autre endroit. Mais on n'a rien vu, on n'a pas traversé la ville. D'accord? Le train, c'est le plus sympa. Les trams en surface, au moins, on passe à quelque part, et puis on est pris dans un embouteillage, et on peut dire « Ah tiens, ils ont encore démoli une maison. » Voilà. C'est comme ça qu'on prend des nouvelles. Ah, ça arrive, parfois ça arrive aussi. Je ne sais pas pourquoi c'est moins fréquent. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a l'idée aussi d'un temps qui est conçu comme un flux constant. En fait, tout change en permanence. Imaginons comment on percevait la vie il y a 50 ans. Il y a 50 ans, vous atteignez l'âge de raison à 7 ans, et vous passez, c'était votre première communion, et là, on pouvait commencer à vous parler. Avant, c'était juste un truc, là. On le torche et on le garde dans un coin, on lui parlera quand il sera assez grand pour qu'on lui parle. Et puis à 18 ans, vous alliez au service militaire, et là vous deveniez un homme. Ou alors vous vous mariez, vous deveniez un homme ou une femme, ou vous étiez mère, et là vous entrez. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une conception de la vie qui était fondée sur des moments fondateurs. Il y avait des moments où tout d'un coup, plus rien n'était le même après. Par exemple, quand vous accédiez à la retraite, c'était fini. Vous pouviez aller pêcher, c'était tranquille, voilà, faire votre petite vie pépère. Maintenant, vous devez devenir un senior actif, ce qui n'est même pas tout à fait la même chose. Donc, on est dans une idée que tout est dans tout en permanence, et c'est pas parce que vous êtes adulte que vous pouvez plus jouer, lire des BD, etc. C'est pas parce que vous êtes vieux que vous pouvez plus travailler, ça ne vous inquiétez pas, on vous le rappellera en temps utile. Bientôt, ça ne sera pas parce que vous êtes encore enfant que vous ne pouvez pas encore travailler. Oui, c'est bientôt la pause. D'accord. À cette forme d'espace-temps, qui correspond en fait à l'idéologie mobilitaire, s'oppose un temps et un espace d'avant. C'était un espace qui était structuré en circonscription dans lequel la frontière était hyper importante. Cette frontière, c'était la frontière entre tout. Hein. C'était la frontière entre les cols blancs et les cols bleus, entre les hommes et les femmes, entre les races aussi. La construction raciale est une construction de l'humanité en zone dont on souhaite qu'elle ne s'interpénètre pas. N'y voyez pas d'allusion. Et qu'on veut même séparer physiquement. Les systèmes d'apartheid, etc., et de ségrégation sont fondés sur ces imaginaires-là. C'est aussi le système des États-nations. C'est le système des États-nations où les territoires ne communiquent
que très peu, et où chacun est maître de sa frontière. Le temps, dans ce cadre-là, c'est un temps du calme plat, sauf au moment de rupture. C'est mai 68. Si on considère que mai 68 est le moment où tout arrive, c'est un temps conçu comme des temps de rupture, des révolutions, des grandes réformes, la fondation d'institutions, des grandes découvertes, des choses comme ça. Ce moment où après, plus rien n'est le même. Dans un truc comme ça, dans un espace comme ça, on appartient d'abord à un lieu. On appartient à une circonscription, on appartient à un sexe, on appartient à une classe sociale, on appartient à une ville d'origine, on appartient à une religion, on appartient à une famille politique. Et s'en arracher nécessite de justifier. On dit, je pars d'ici, mais c'est pour aller là-bas. Donc, quand on se déplace, on part d'un point fixe et on cherche à gagner un autre point fixe. Par exemple, quand on fait une carrière, on a un ensemble d'étapes. Et on passe, par exemple, des examens dans la fonction publique pour monter d'un échelon à l'autre. Et à chaque fois, on sait quel est l'échelon suivant et on va vers quelque chose. Aujourd'hui, dans cette forme flux, qu'est-ce qui se passe là? En fait, comment vous voulez vous repérer dans l'espace s'il n'y a plus de frontières? Si finalement, ce qui fait sens n'est plus que vous êtes englobé dans quelque chose. Ben, la seule chose, c'est de vous situer par rapport à autre chose, à quelqu'un d'autre. Par exemple, vous n'êtes plus ou un homme ou une femme. Vous êtes dans une sorte de continuum entre les deux, très complexe, très diversifié, et finalement, vous allez définir votre part de masculinité, votre part de féminité par rapport à des modèles, par exemple, par rapport à d'autres personnes. Mais ces choses sont fluctuantes, bien entendu. Vous n'êtes pas une fois pour toutes un homme, et puis ça y est, c'est fait. Hop, il n'y a plus à y réfléchir. Donc, en gros, si vous voulez, on est là dans un imaginaire où la mobilité est permanente. Par exemple, professionnellement, même si vous dites « mais moi, je veux juste qu'on me foute la paix, j'occupe la même case et je vais faire la même chose toute ma vie », non. On rentre dans votre bureau, on vous dit « non, mais on va changer le service, on va réformer parce qu'on a pensé à un autre truc, et puis à ce projet, il faudrait que tu y participes, etc. » Et donc, même quand on cherche à rester à sa place, je suis commis aux écritures et je n'en bouge pas, c'est pas possible. Donc, dans cette forme flux-là, on est dans un espace qui est dominé par l'idée de fluidité en permanence, et là, il est impossible d'être immobile. C'est ce que j'appelle la mobilité dérive. C'est-à-dire que même si j'essaye de me tenir en place, tout bouge tellement autour de moi que pour finir, je me déplace, puisque les modèles auxquels je me réfère se déplacent eux-mêmes. Alors, essayons de poser une question et d'arriver peut-être à des choses qui vous chipotent plus. Vous, là au bout, qui m'avez interpellé, à raison sur ces questions-là. Mobilité et liberté, je vous avais dit qu'on y reviendrait. On est passé de l'idée d'un fonctionnement mécanique, si vous voulez. Je suis un ouvrier à la chaîne, je me conforme au modèle qui m'est imposé, etc., à l'idée d'une activité permanente, mais aussi d'une activité guidée par ma propre initiative. Je me redéfinis, je me réinvente, je suis aussi libre de définir qui je suis. On est passé aussi de l'idée de l'incorporation à une grande classe, à une masse dans laquelle je suis perdu, à l'idée d'une participation à un projet, ce qui est a priori plus enthousiasmant. On va se dire, je préfère quand même être un acteur d'un projet qu'un type enrôlé. Vous voyez, le mec là, le millième au bout du 3e rang, ben c'est moi. Et on est passé de l'idée de la stabilisation, c'est-à-dire que tu dois trouver ta place et surtout tu n'en bouges plus, à l'idée d'une adaptation permanente. Juste une réflexion par rapport à ça, c'est qu'en fonction du fait qu'on ait des ressources ou pas, oui, ça peut être un système, je dirais, qui peut être perçu comme très libertaire, liberticide, très libéral, oui. Très bien pour un type cosmopolite qui est en Alsace. Oui, voilà, tout à fait. Pour des gens qui sont CPS, analphabètes, complètement exclus, et qu'on demande de s'activer, comme vous avez dit. Voilà, vous avez fait une très bonne conclusion pour mon intervention. Non, tout à fait. Alors, nous, on vient d'un contexte dans lequel la mobilité, c'est l'affranchissement. Puisqu'il fallait s'arracher à une appartenance pour bouger, on considère assez naturellement que quand on peut bouger, on est libre. Puisqu'on n'est pas contraint. Ouf, je peux bouger. Mais on oublie que cet ancrage qu'on avait avant, c'était aussi un refuge. C'est-à-dire un endroit d'où on ne pouvait pas nous sortir. Un rôle social, une position sociale où on pouvait dire « mais là, on va me foutre la paix, quoi. Au moins, si je fais mon minimum au boulot, on ne viendra pas m'emmerder. » Ça, c'est plus vrai, par exemple.
Et donc, effectivement, ce qui peut apparaître d'une part comme une liberté, c'est-à-dire je peux développer une activité, je peux inventer mon activité, je peux participer et choisir, et je peux m'adapter, peut aussi être la source d'une souffrance. Prenons un exemple, la question du genre. Alors, on peut prendre deux modèles tout à fait opposés. Soit, je considère que c'est une grande libération de pouvoir être l'homme que je veux être, c'est-à-dire d'inventer ma masculinité, par exemple. Et donc de dire, je ne suis plus emprisonné dans un rôle où je n'ai pas le droit de m'occuper des gosses, ou par exemple, je ne peux pas exercer un métier de femme, ou pour une femme, je ne peux pas exercer un métier d'homme. Parce qu'on me dit, ah non, une femme, ça ne devient pas avocate, médecin, ingénieur, etc. Donc, on peut se dire, formidable, je me réinvente. Et donc, par exemple, je peux inventer aussi ma façon à moi de vivre un rapport à cette question éternelle qui est, qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme, et qu'est-ce que ça veut dire homme-femme, etc. Mais à côté de ça, on ne peut pas non plus nier que, pour une série de gens, cette situation était extrêmement confortable. Celle de se voir assigner une place en disant, tu vois, un homme, c'est un type qui regarde le foot, qui boit de la bière, qui lange pas ses gosses, qui va travailler dehors. Finalement, ça avait quelque chose d'extrêmement reposant. Ce que je veux dire par là, c'est que énormément de gens ont terriblement souffert de ces carcans parce qu'ils les empêchaient, ils les contraignaient. Et quand cette contrainte était trop forte pour eux, ils pouvaient en ressentir un malaise terrible. Un exemple intéressant, évidemment, c'est la question de la gestion de ce que c'est l'homosexuel ou l'homosexualité dans les sociétés. Si on est dans un modèle où on dit il y a un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, et là-dedans on a des rôles qui sont très clairs, et on a très bien compris que les partenaires sexuels d'un groupe sont à trouver dans l'autre groupe, il n'y a pas de place pour l'homosexuel, qui est soit un malade, c'est-à-dire un anormal, un type qui n'est pas capable de se conformer au mode, soit un révolutionnaire, quelqu'un qui remet en question un des piliers de la société, à savoir la distinction entre hommes et femmes. Donc c'est une souffrance et c'est une contrainte gigantesque. Donc de ce point de vue-là, cette libération-là, la capacité d'inventer des modèles en disant mais en fait je suis tout à fait homme, mais je suis aussi tout à fait homosexuel, c'est très positif. Sauf que quand on lit partout la crise de la masculinité, les hommes se sentent mal, etc., on se dit ah tiens, il y a sans doute autre chose qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en se privant de modèles simples, d'autres gens souffrent ou essayent de les réactiver sur un mode parfois complètement pathologique, etc. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce lien que nous faisons de manière évidente entre mobilité et liberté est un lien qu'il faut complexifier. Être libéré, comme vous le dites, quand on n'a pas les moyens d'être libre, c'est quasiment pire que tout. Et donc, effectivement, si j'ai du pognon, pouvoir m'inventer, c'est somme toute assez agréable. Par contre, si j'ai aucun moyen, et vous parlez d'argent, mais on peut parler de moyens culturels, intellectuels, psychologiques aussi, c'est-à-dire... Voilà. Dernière chose, et effectivement, on conclut. Les mobilités pénibles. 3 cas dans lesquels ces mobilités peuvent faire souffrir aussi. Un désir frustré. L'injonction de mobilité est tellement forte que toute une série de personnes se considèrent comme toujours trop entravées, jamais assez mobiles. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit notamment dans des enquêtes qui sont faites même auprès d'hypermobiles. Par exemple, des gens qui ont des mobilités physiques professionnelles gigantesques. Ils ont toujours l'impression que quelque chose les empêche d'être au niveau de mobilité qui conviendrait, en fait. Et donc, il y a cette sorte de fuite en avant dans une mobilité qui devient, à un moment donné, invivable. Il y a aussi les pratiques ignorées, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui sont des mobiles ignorés. Un chômeur en fin de droit à qui on trouve un boulot à mi-temps dans un carrefour à 3 heures de bus, il est hyper mobile. Parce qu'en fait, il va passer 6 heures par jour dans son bus, avec tous les aléas que ça comporte, pour un mi-temps de réassortisseur, c'est-à-dire pour rien gagner. Donc ce type est un grand mobile. C'est un type qui ose remettre en question, qui ose franchir des distances, qui s'adapte, qui participe, qui va donner tous les gages de mobilité qu'on veut, et on va lui dire à la fin du mois, bon, t'as quand même fait que le minimum, hein, faudrait pas non plus trop te la ramener. Hein. Et donc le type qui va partir 3 fois par an au siège de sa boîte à San Francisco, on lui dira, ah, c'est super, tu mènes une vie exaltante, tu es un grand mobile. Et le gars qui est tous les jours dans un bus de la tech, on va lui dire, bon, écoute, tu ne dois pas non plus se vanter, hein. C'est un peu le minimum. Donc il y a aussi ces mobilités ignorées. Et alors, il y a aussi la simulation épuisante.
comme vous devez être mobile, toujours d'attaque, partant pour un projet, capable de vous adapter, il y a bien un moment où vous ne pouvez pas dire non. Vous devez au moins faire semblant que vous trouvez ça enthousiasmant, vous devez au moins faire semblant d'être disponible, au moins faire semblant d'avoir super envie de participer à ce nouveau projet. Et ça, à la longue, ça peut être vraiment crevant. C'est-à-dire que ce que vous faites en faisant ça, c'est que vous donnez des gages à votre patron, par exemple, comme quoi vous allez bien respecter cette idéologie, que oui, oui, vous serez conforme. Sauf que vous savez bien, quand il viendra vous demander de l'appliquer en vrai, vous allez commencer à avoir énormément de problèmes. Des problèmes d'horaire, des problèmes matériels, des problèmes avec vos gosses, avec votre mari, avec votre épouse, tout ce qu'on voudra. Et donc aussi, ces nouvelles libertés génèrent des nouvelles souffrances. Et c'est ça qu'il faut penser aujourd'hui, je pense. C'est-à-dire le fait que, oui, sans doute qu'une façon de voir les choses est en train de disparaître et qu'une autre est en train d'émerger, sans doute. Mais il ne faudrait pas croire que ça y est, on a trouvé, enfin on va être libre, et on y est. Voilà. Et l'enregistrement de ceci sera normalement demain en ligne. Voilà, je vous remercie. Merci.